Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 22 septembre 2024. La sécurité des patients était au cœur des réflexions le mardi 17 septembre dernier. C'était la journée mondiale dédiée aux patients. Cette édition a été marquée de la plus belle des manières. Donc, au Bénin, le ministère de la Santé et tous les acteurs du domaine se sont arrêtés pour se poser des questions sur leur rôle et leurs responsabilités avec de belles perspectives pour l'amélioration de la qualité des soins dans les centres de santé au Bénin avec le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Nous allons revenir sur cette actualité et voir comment les patients peuvent être les premiers acteurs de leur propre sécurité comme l'indique le thème de cette année. Nous ferons également une immersion dans la filière vente de véhicules d'occasion. Le secteur semble ne pas jouir d'une très bonne santé malgré les réformes engagées par le gouvernement. Ces acteurs haussent le ton et dénoncent ce qu'ils appellent les faux frais qui constituent une plaie pour le rayonnement de la filière. De quoi s'agit-il? Nous allons chercher à le comprendre avec le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Marouf Salami sera avec nous. El Primo, c'est notre artiste de la semaine. C'est avec lui que nous allons boucler le rendez-vous de ce dimanche. Le parcours et les projets de l'homme de l'Afro sont à découvrir au cours de notre entretien. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous comme vous savez déjà le faire tous les dimanches. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, plus d'importation de produits congelés sur le territoire béninois. Ainsi en a décidé le gouvernement pour encourager la production locale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche l'a annoncé aux acteurs de la filière. On en parle dans un instant. On parlera également de cette initiative de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, la SGDS, qui a initié au profit des petites et moyennes entreprises qui travaillent avec elle à rendre les villes et les rues du Bénin propre. Une session de formation, c'était dans la ville de Porto Novo. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la cérémonie de lancement de la deuxième phase du programme de prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. Lancement fait mercredi dernier à Natitengu par le secrétaire général de la préfecture. Les infos, c'est le premier chapitre du grand format qu'on démarre avec cette information. Une bonne nouvelle pour les producteurs locaux. Le Bénin interdit l'importation des produits congelés sur son territoire. Une mesure qui entre en vigueur à compter du 31 décembre 2024. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche lors de sa tournée d'échange avec les producteurs agricoles. Une décision qui vise, selon Gaston Dossoui, à encourager la production locale. Alors que pensent les spécialistes de cette question, nous avons tendu notre micro à un agroéconomiste qui y voit trois logiques dans cette décision du gouvernement. Cette décision relève de trois logiques, à mon sens. Une logique souverainiste, une logique économique évidemment et une logique sociale. Souveraineté en ce sens qu'un pays est véritablement souverain lorsqu'il maîtrise ce qu'il consomme et lorsqu'il produit ce qu'il consomme. On ne saurait être souverain lorsque ce que nous consommons, lorsque ce qui entre dans nos plats et qui est servi par nos fourchettes viennent de l'extérieur. Et donc, lorsque les potentialités intérieures permettent qu'on produise, il faut aller vers la production intérieure. Et cela s'appelle une logique de responsabilité en réalité. Une logique sociale parce qu'il y a quand même une main-d'œuvre à l'intérieur qui ne demande qu'à produire. Il y a la jeunesse qui est là, formée, oui, et très bien formée pour la cause. Et les possibilités de production existent. Il faut mettre cette jeunesse au travail pour que cette jeunesse produise et serve à la consommation intérieure. Économique, évidemment, parce que vous savez que lorsque ces produits sont importés, ce n'est pas distribué, ce n'est pas donné gratuitement. Et donc, c'est vendu. Et donc, le fait qu'on le vende, n'est-ce pas, rapporte des devises aux pays qui mettent ça à notre disposition. Et donc, si nous avons la possibilité de les produire sur place, je pense que la logique voudrait que nous allons vers cette décision. Et donc, la direction ne peut être que salutaire.
Décision salutaire pour l'agroéconomiste et réforme à grande portée et d'une grosse source d'emploi pour les jeunes selon l'opérateur économique Amadou Issifou, gros producteur de céréales. L'homme salue la vision du gouvernement qui vise donc à ses yeux à mettre en valeur la production locale. On va l'écouter au micro de Franck Aounou. Merci bien, messieurs les journalistes. Avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à souligner qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit « Tu peux être contre le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il sait courir. » Je pense qu'il faut féliciter le gouvernement du président Talon. Il faut le féliciter. Vous voyez, aujourd'hui, la jeunesse béninoise a d'ambition démesurée. Du coup, nous avons beaucoup de nos enfants qui sont sortis du lycée agricole et qui traînent dans les rues. Surtout avec le phénomène de Gaiman, aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus travailler. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont appris ne paie pas. Et avec ces réformes-là, il y aura des débouchés pour nos produits. Nous allons consommer local et tout le monde va se mettre au travail. Moi, je pense que les réformes du président Talon ont commencé à produire ses fruits. Il a dit au début qu'à la fin de son mandat, nous allons applaudir. Je n'ai jamais voté pour lui. Mais aujourd'hui, en toute sincérité, si on avait eu des présidents comme ça par le passé, le Bénin allait plus évoluer. Moi, je tiens à féliciter le gouvernement du président Talon pour ces réformes et pour avoir amené le peuple béninois maintenant à consommer ce que nous-mêmes nous produisons. Parce que non seulement que ça va créer assez de main-d'œuvre, même ceux qui n'ont pas eu à faire les lycées agricoles auront de petits jobs, parce qu'il y aura de nouveaux entrepreneurs apicoles. Et du coup, ceux-là auront besoin de la main-d'œuvre. Donc, ça va diminuer un tant soit peu tout ce que nous constatons dans le pays, comme le chômage. Toujours dans l'actualité, les partis politiques qui méritent leur statut juridique se connaissent désormais. Le rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin nous en donne désormais une vue panoramique. Ce rapport édition 2023 a été lancé vendredi à Cotonou par le président de la Commission électorale nationale autonome. C'était en présence des présidents et représentants des partis politiques. Reportage. Des partis politiques à jour vis-à-vis des exigences de la loi, portant charte des partis politiques en République du Bénin et d'autres loin, et même très loin de satisfaire à ces obligations. C'est ce qui ressort du rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des formations politiques au Bénin, édition 2023. Le rapport rend compte des observations faites par les équipes de la Commission électorale nationale autonome en novembre 2023 lors de leur visite dans les sièges nationaux et départementaux des partis politiques. Qu'ils vous souviennent que cette activité a été participative et chaque parti politique a contribué à sa réussite. Cette présentation est une exigence de la loi et ce n'est que pour faire un bilan au jour où nous étions là-bas. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas évolué depuis. Au cours de la rencontre préparatoire que la Sénat a eue avec vous, il vous avait été promis qu'à l'issue de la mission, chaque parti politique recevra un exemplaire du rapport. En cette matinée du 20 septembre 2024, la Sénat tient à sa promesse. De par cet acte de remise du dit rapport, nous faisons non seulement acte de transparence, mais nous renforçons également les liens qui nous unissent à vous, animateur par excellence de la vie politique béninoise. La mission de la Sénat vise à apprécier le niveau de conformité
de l'existence fonctionnelle des partis conformément au cadre juridique qui les régissent désormais grâce à la réforme du système partisan en cours au Bénin. Les partis politiques ayant subi cette évaluation reçoivent le rapport de la Sénat. Leurs responsables auront à découvrir les aspects positifs et négatifs constatés dans le fonctionnement de leur parti. Au nombre des aspects positifs, la Sénat a-t-elle relevé avec satisfaction l'effort de certains partis politiques à respecter les exigences légales en se dotant, entre autres, d'un siège national, de sièges départementaux et la participation régulière aux élections législatives. Au nombre des insuffisances, il est regrettable de constater que d'autres formations politiques n'ont pas réussi à donner satisfaction à ces exigences légales élémentaires. Ce rapport représente un outil important qui vous permettra de vous mettre en conformité avec le cadre juridique électoral, surtout en ces jours qui précèdent les premières élections générales. Sur la liste de la Sénat, 11 partis animent la vie politique au Bénin en attendant l'actualisation de la liste par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Selon la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin, les partis aux abonnés absents 2 fois consécutivement aux élections perdront leur statut juridique. Pour le président Saka Lafia, le rendez-vous de ce vendredi 20 septembre marque le point de départ pour l'année électorale 2026. Autre sujet à présent, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication tient sa 2e session ordinaire au titre de l'année en cours. Les travaux qui se déroulent au siège de l'institution à Cotonou ont été lancés jeudi dernier. Au cours de ces assises, plusieurs points seront évoqués. Il s'agit entre autres de la gestion des fréquences et conventions d'organes de presse et l'accès à l'appui financier de l'État. La cérémonie d'ouverture de cette session a été une occasion pour Édouard Loko, président de la HAC, de s'adresser aux professionnels des médias du Bénin. Compte rendu signé Hugues Vignibé. Mesdames et messieurs, la 2e session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au titre de l'année 2024 s'ouvre. Dans cette salle, responsables d'organes de presse, dirigeants d'instances fêtières, professionnels des médias, conseillers et membres du corps administratif de l'institution. Au cours de cette session qui s'ouvre, nous allons continuer à étudier les plaintes, organiser des auditions publiques, signer des conventions en attente, retirer certaines fréquences qui ont été données de façon un peu trop, je ne veux pas dire irresponsable, prolonger la convention de certaines radios qui sont arrivées à terme, retirer d'autres conventions qui sont arrivées à terme parce que les promoteurs n'auraient pas respecté les cahiers de charges, nous battre pour que ce qui est dû à la presse soit payé, parce que depuis quand même 7 ans, 8 ans, l'aide de l'État a été toujours votée par les députés. Ça fait 7 ans, 8 ans, nous n'avons pas vu un seul copec. Au-delà de ces enjeux et de celui de la modernisation de l'administration de la HAC, un bon père de famille, Édouard Loko s'adresse aux professionnels des médias. Aujourd'hui, je le dis, le journaliste est une arme et il ne suffit plus, mesdames et messieurs les journalistes, de respecter la déontologie de papa. Non, il faudra y ajouter du patriotisme. Plus aucun pouvoir public ne permet à ce que cette arme soit retournée contre le pays. Même si vous avez le permis de chasse, on ne tire plus sur tous les gibiers. Par conséquent, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 7e mandature, met en garde. Le rôle de la HAC, c'est de défendre la liberté de presse. C'est de défendre la liberté de presse contre les pouvoirs publics. Mais là, souvent, c'est de défendre la liberté de presse contre les journalistes. Parce que, comme l'a dit Robert Ménard, le premier fossoyeur de la liberté de presse, c'est le journaliste. C'est le constat auquel il a fini par venir. Donc, quelquefois, il nous arrivera de défendre la liberté de presse contre les journalistes. C'est parti pour 4 mois de travaux dont la finalité est de rendre à la HAC et à la presse béninoise leur lettre de noblesse.
Dans le reste de l'actualité, pour le compte de cette édition, on parle environnement avec la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Elle a initié une session de formation au profit des petites et moyennes entreprises qui travaillent avec elle à rendre les rues et villes du Bénin propres. Son objectif est de les outiller donc, sur la notion donc, du service public. Il s'agit également de leur donner quelques éléments qui leur permettront de mieux assurer leurs prestations auprès des populations. La formation s'est déroulée dans la ville de Porto-Novo. Reportage. Former les petites et moyennes entreprises de précollecte des déchets et de salubrité aux notions de service public afin qu'elles puissent faire correctement leur travail auprès des populations. C'est le but de cette formation initiée par la Société de gestion des déchets et de la salubrité à leur endroit. Il était nécessaire de former ces PME que nous venons de recruter aux notions de service public. Le service public, quand vous engagez à offrir des services aux populations, il faut respecter tout ce que vous avez promis. Ce service public, c'est de leur dire leurs obligations par rapport au cahier des charges qu'ils ont eux-mêmes signé. Ces cahiers des charges leur confèrent des obligations qui sont notamment le respect de tout ce qui est sécurité routière, parce qu'il n'est pas rare de constater que nos agents subissent des accidents de circulation et il est nécessaire que les PME sachent comment sécuriser les chantiers. À part la sécurisation des chantiers, il était nécessaire aussi de leur montrer comment ils balayent. Parce que le balayage, ça semble être quelque chose de très simple. Mais tenir un balai pendant 5 minutes, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'il fallait les former, leur dire comment ça se fait. Il faut aussi leur montrer les différentes parties d'une voie. Qu'est-ce qu'on appelle chaussée, qu'est-ce qu'on appelle trottoir, qu'est-ce qu'on appelle accotement, et ce que nous attendons du niveau de nettoyage de toutes ces parties de la voie. C'est pour ça que nous sommes là. Pour ces petites et moyennes entreprises, bras armés de la SGDS dans sa mission de rendre propres les rues et les villes du Bénin, cette formation vient à point nommé. Ce qu'on a retenu ici aujourd'hui, c'est un peu différent du passé, parce qu'il y a des nouveautés qui font que vraiment nous sommes très contents de ce que la SGDS fait pour la propriété des villes du Bénin. Notre obligation, c'est que nos agents soient bien présentés et puis qu'on respecte surtout la porte des épis. Parce que pour faire les travaux de salubrité, là, il faut vraiment que les agents soient en sécurité, qu'ils portent leur casque, leur cache-nez, tout et tout. Parce qu'en même temps, ils rendent la ville propre et même se protègent. Donc c'est surtout de cela, il est question que les jardins de la SGDS nous informent et nous obligent à respecter notre cahier de charges. Après Porto-Novo, la même formation sera déroulée au profit des PME prestataires de la SGDS à Cotonou et à Parakou. Avant de passer au plateau invité, sachez, mesdames et messieurs, que la deuxième phase du programme de prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, donc à savoir du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, a été lancé mercredi dernier à Natitengo. C'est un programme qui vise à consolider la paix dans 5 communes frontalières du Bénin, à savoir Bukumbe, Kobli, Materi, Tangueta et Natitengo. Le secrétaire général de la préfecture a procédé au lancement. On fait le point avec Alassane Arona. C'est en 2022 que la première phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a pris fin après avoir impacté une centaine de jeunes et femmes formés dans les créneaux porteurs de leur choix dans les communes de Bukumbe, Materi, Kobli et Natitengo. C'est donc pour pérenniser les acquis du dit programme dans sa première phase que les différentes parties prenantes se retrouvent à Natitengo pour donner le top de la seconde phase. Dans la recherche de solutions durables d'amélioration de la résilience des groupes cibles pour atténuer les chocs induits par la persistance de ces mêmes fragilités, la phase 2 de ce programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a pris en compte l'accompagnement des jeunes formés dans les activités génératrices de revenus pour leur transformation en agents de changement dans l'œuvre de la consolidation de la paix et de la stabilité régionale. L'objectif de cette deuxième phase du programme
conjoint est de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à l'amélioration de la résilience des populations des zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo face aux conflits communautaires et à la propagation du radicalisme violent. Le programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les 3 pays précités est né de la volonté de l'Organisation internationale pour les migrations OIM d'améliorer la résilience des populations transfrontalières face à l'extrémisme violent. Financé par le Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix, il est exécuté par l'OIM avec pour partenaire de mise en œuvre l'association Les Championnes dont l'expertise en la matière n'est plus à démontrer. Je me réjouis alors du lancement de la 2e phase qui vise l'installation des jeunes formés dans les activités génératrices de revenus. En choisissant d'assurer l'employabilité des jeunes, l'Organisation internationale des migrations renforce ainsi la présence de l'État dans les localités où le sentiment d'appartenance à la nation est constamment écorné par l'insuffisance des services sociaux à la base. Désespérés au lendemain de la première phase du programme, bénéficiaires directs et indirects retrouvent aujourd'hui leur sourire avec l'avènement de la seconde phase. Ce matin, je suis ici avec une joie de savoir que l'OIM s'est encore rappelé une fois de nous. Dans son approche de développement communautaire fondée sur la responsabilité et l'implication des parties prenantes, l'association Les Championnes s'active déjà à déployer sur le terrain un vivier de compétences pour accompagner les bénéficiaires dans la plus-value à apporter à leur communauté. Et c'est sur ces images que prend fin l'acte 1 du grand format. Restez avec nous. Le programme va se poursuivre dans quelques instants. Le premier invité va s'installer. Il s'agit du Dr Lucien Dossou-Gbete, président de l'autorité de régulation du secteur de la santé. On parlera entre autres de la journée mondiale de la sécurité des patients. Mais avant, nous allons marquer notre première pause. Le temps pour vous de suivre Actu sur le net. Réalisation Florence Boussa. On démarre ce tour d'horizon sur la toile par l'actualité qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. La disparition de l'athlète béninoise Odile Ahouanou. Selon les premières informations recoupées, c'est depuis le 10 septembre dernier qu'elle est partie, laissant sa fille à l'assistance maternelle. La police française a lancé un appel à témoins. Sur l'alerte, la police parle de disparition inquiétante de personnes majeures en apportant tous les détails possibles sur la compatriote béninoise, à savoir son âge, ses traits physiques. La police a par ailleurs laissé un numéro à contacter pour toute personne qui aurait des informations sur l'athlète. Les internautes, tous aussi inquiets que la police, et cela a pu se lire aisément dans les commentaires qu'ils ont laissés sur divers réseaux sociaux. Ils se posent de sérieuses questions et font des suggestions. Qu'est-il arrivé à l'athlète béninoise? Le cœur meurtri, mais l'espoir d'une bonne nouvelle dans ces moments de pression. Cette affaire si sérieuse et si inquiétante qu'il faut aller au-delà des réactions actuelles. Il faut une implication des deux États parce que c'est une affaire d'État. Que les autorités prennent la situation en main et aillent voir les personnes compétentes. La disparue provient de notre terre. C'est notre enfant. La rentrée scolaire et académique 2024-2025, c'est aussi la grosse actualité de l'heure. Écoliers, élèves et étudiants ont repris le chemin des classes ce lundi 16 septembre sur l'ensemble du territoire national. Chapelles politiques, personnalités et autres citoyens ont posté soit des messages d'exhortation, soit exprimé des attentes. C'est le cas du président du parti Union progressiste Le Renouveau qui affirme sur sa page Facebook son engagement au gouvernement et l'invite à maintenir la dynamique, celle d'apporter des solutions innovantes et adaptées aux besoins du secteur éducatif afin d'offrir à chaque apprenant le savoir dans des conditions optimales. Le bloc républicain, pour sa part, adresse ses vœux de succès et d'accomplissement aux élèves, aux enseignants et aux parents. Ensemble, construisons l'avenir de notre nation à travers l'éducation de nos enfants. D'autres internautes ont réagi à travers des publications. Cette rentrée scolaire n'est pas seulement un moment de retrouvailles.
mais aussi l'appel à une action collective. Et cette action concerne en amont les parents et les enseignants. Nous espérons que cette année, les jeunes continueront à faire preuve de concentration pour obtenir d'excellents résultats. Bonne rentrée à tous. Que les élèves donnent le meilleur d'eux-mêmes pendant cette rentrée et se retrouvent parmi les meilleurs afin de bénéficier de prise en charge par le gouvernement. Bonne rentrée scolaire à tous. Parlant toujours de la rentrée, les AME ont repris sont entrés en possession de l'avance sur salaire annoncée le 8 septembre dernier pour leur permettre de bien préparer la rentrée, commente un internaute sans apporter trop de précision sur le sujet. Autre sujet qui a retenu l'attention des internautes, 2 policiers béninois ont été tués par des hommes armés lors d'une patrouille à moto dans la commune de Karimaman, au nord du Bénin, où la menace du terrorisme grandit dans la région. Voici quelques-unes des réactions d'internautes qui se sont intéressés à cette actualité. Faudrait même interdire la circulation à moto la nuit dans ces zones. Paix aux âmes de nos vaillants policiers, tombés au champ d'honneur, les armes en main. Ce phénomène s'empire chaque fois et n'épargne aucun endroit du pays. Il est urgent de trouver une solution efficace. Ces attaques qui illustrent l'escalade des menaces des groupes armés dans le nord du Bénin mettent en évidence des défis de sécurité auxquels sont confrontées les forces de défense et de sécurité de la région. La sécurité des patients est l'une des questions cruciales dans les formations sanitaires au Bénin comme dans le monde et c'est à juste titre que l'Organisation mondiale de la santé consacre une journée pour réfléchir sur le sujet. L'exercice a été également fait au Bénin par les différents acteurs cette année. Encore ce dimanche, le grand format s'arrête sur cette actualité pour vous permettre de mieux comprendre donc ses contours, ses tenants et aboutissants. C'est ce qui justifie sa présence sur ce plateau. Docteur Lucien Dossougbete, bonjour. Bonjour, M. Boukari. Alors, vous êtes le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé. 2 ans que vous êtes déjà installé, que vous avez été installé par le chef de l'État. C'était le 12 septembre 2022. On va revenir sur le bilan des actions que vous avez menées. Mais avant, on va parler de la journée. Pourquoi une journée dédiée justement à la sécurité des patients? Alors, cette journée a été décidée par l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Parce que à travers le monde, que ce soit dans les pays à ressources élevées, que les pays à ressources limitées ou faibles, il y avait encore beaucoup trop de patients qui subissaient des préjudices à l'occasion des soins. On estime qu'il y a 3 millions de personnes qui meurent chaque année dans le monde en raison du manque de sécurité. Et qu'une personne sur 10, à l'occasion du soin, subira un préjudice. Et tout ça qui fait qu'il était important de réagir. Et au-delà des dispositions qui étaient prises par l'OMS depuis 2019, à partir de ce moment-là, les 17 septembre de chaque année étaient consacrés à célébrer la sécurité du patient, pour éveiller les consciences, pour qu'à nouveau on travaille, pour que année après année, on arrive à obtenir les résultats escomptés qui sont en fait, en matière de sécurité, réduire à 0 les préjudices subis par les patients et faire en sorte que le risque de survenue soit le plus faible possible. Le plus faible possible, c'est ça la vraie définition de ce qu'on peut appeler sécurité des patients. À savoir, vous allez chercher du soin, vous ne devez pas subir de préjudice et à l'occasion de ce soin-là, on doit se rendre compte que le risque évitable est réduit à son expression la plus faible possible. D'accord. On dit faire des patients les acteurs de leur propre sécurité. Donc, c'est le thème retenu dans le cadre donc, des manifestations de cette journée. Que peut-on comprendre justement à travers ce thème? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis déjà très longtemps, on estime qu'un patient ne peut pas recevoir des soins de qualité s'il n'est pas impliqué, s'il n'est pas acteur. Il ne doit pas être passif, il ne doit pas subir, il doit faire en sorte de participer. Et c'est d'abord aux structures de santé, c'est d'abord aux professionnels de santé de faire en sorte de l'intégrer, de l'impliquer et de lui apprendre comment il peut jouer
aux côtés des acteurs du secteur de la santé, jouer son rôle pour que, au rendez-vous, on ait la qualité. En sachant que la sécurité est une des composantes de la qualité. Donc, en travaillant sur la sécurité du patient, on travaille sur la qualité. Et mieux, il a été déjà montré que lorsque le patient est impliqué dans sa prise en charge, on arrive à réduire de 15% les préjudices. Justement, comment établir cette collaboration entre le patient, le soignant et même les décideurs? Alors, c'est de savoir que dans la prise en charge de malade, il y a plusieurs étapes qui impliquent plusieurs personnes avec des niveaux de responsabilité différents. Quand vous êtes professionnel de la santé, par exemple, et que vous êtes dans un établissement pour recevoir des patients, s'il n'y a pas d'équipement, s'il n'y a pas de matériel pour travailler, vous avez beau faire, vous ne pouvez pas arriver à un bon résultat. Donc là, le niveau du responsable de l'établissement est appelé. Ensuite, il y a besoin d'avoir un dispositif légal et réglementaire pour encadrer l'activité. Et là, on va au niveau de nos députés, on va au niveau du gouvernement. Donc, il y a des interventions multiples qui font que tous, nous sommes concernés par le problème de la sécurité du patient, qu'on soit décideur, qu'on soit professionnel de la santé, qu'on soit patient, on est tous concernés. Le thème de cette année est accompagné d'un slogan justement poser un diagnostic correct. C'est une question de sécurité également. Que peut-on comprendre à travers ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un patient vient dans une établissement de santé, c'est pour un malaise, une plainte. Et au bout du compte, avant de le soigner, le professionnel doit être en mesure de faire ce qu'on appelle un diagnostic, c'est-à-dire faire le lien entre le symptôme, la gêne que le patient va décrire et la cause, la maladie, pour pouvoir traiter comme il faut. Parce que vous avez plusieurs centaines de maladies qui comportent comme symptôme la fièvre. Donc on ne peut pas, sur le fait de dire j'ai de la fièvre ou du constat de la fièvre, dire c'est telle maladie. Oui. Il faut aller faire une démarche diagnostique qui consiste en premier à écouter le malade, à l'interroger sur l'histoire de son symptôme, des signes qui accompagnent, et à faire, pour le clinicien qui est le premier qui va le voir, faire des hypothèses diagnostiques. Ces hypothèses diagnostiques qu'il va faire, il va les hiérarchiser. Quelle est la plus probable, quelle est la moins probable. Et à partir de là, il va devoir demander ce que nous appelons des examens complémentaires qui vont l'aider à orienter son diagnostic vers le plus probable ou le moins probable. Et donc, on aura, en tant que clinicien, besoin d'autres acteurs du secteur, notamment les professionnels qui font des images médicales, les professionnels qui font des analyses de laboratoire, et avec tout ça, on va arriver à finaliser un diagnostic. Une fois que c'est fait, on est en mesure, comme on connaît le diagnostic, on peut appliquer un traitement. Et prescrire le traitement qui va conduire le malade à s'adresser aux spécialistes du médicament, pour aller recevoir du médicament. Et il faut qu'il reçoive du médicament de bonne qualité. On peut arriver à un bon diagnostic et avoir un mauvais traitement parce qu'il n'est pas de bonne qualité. Voici tous ces éléments. Et sur ce parcours, entre le symptôme et le traitement qui va arriver au bout, et avec l'espoir qu'il y ait une guérison, il peut y avoir des écueils, des défis, à chacun des niveaux. Et lorsque le malade, dès l'entame de son entrée dans le processus, n'est pas en mesure d'être un acteur, à savoir à dire clairement ce qu'il ressent, à dire au médecin quelle est la séquence des événements, l'histoire de ces symptômes, ça rend les choses difficiles. Quand le médecin a fait ses hypothèses diagnostiques et qu'il a besoin d'examens complémentaires, et que le malade n'est pas en mesure de les réaliser, soit parce qu'il ne veut pas, ou parce qu'il ne peut pas, ou il n'a pas les moyens, ou c'est pas disponible, vous voyez, c'est encore un autre défi là, qui rend les choses difficiles. Et qu'est-ce qu'on peut appeler erreur de diagnostic et quelles peuvent en être les conséquences? Alors, les erreurs du diagnostic, c'est un panel de circonstances. Ça peut être que, au lieu d'arriver à mettre le nom exact sur le problème de santé, c'est un autre nom qui est mis à la place. Au lieu de paludisme, par exemple, dire que le malade a la grippe. Les deux traitements ne sont pas les mêmes. C'est déjà une erreur diagnostique. Lorsque le médecin fait un bon diagnostic et que même il ne le communique pas au patient, c'est considéré aussi comme une erreur de diagnostic. Donc, les circonstances, les panels, ils sont longs.
Ils sont nombreux. D'accord. Et puis, en dehors même du diagnostic, il y a des problèmes liés aux prescriptions et même à l'utilisation des médicaments, surtout la prise des médicaments du circuit informel. Comment abordez-vous ces questions? Alors, la manière simple d'aborder, c'est lorsque le médecin fait sa prescription, il recommande aux malades d'aller dans des établissements, des officines de pharmacie, qui sont des établissements qui sont autorisés par le Bénin pour vendre des médicaments. Et ces officines subissent des contrôles, une surveillance qui fait qu'elles sont dans des situations où elles ne peuvent faire que distribuer des médicaments de bonne qualité. Mais ça peut arriver qu'on voit des médicaments falsifiés rentrer dans le circuit et alimenter la distribution de médicaments. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive de moins en moins. Depuis quelques années, cette surveillance est renforcée et est de meilleure qualité, ce qui fait qu'on va de plus en plus vers l'exceptionnel. Mais il faut dire qu'il y a encore quelques citoyens béninois qui sont pris à organiser la vente de médicaments hors du circuit normal. Donc, au Bénin, on va dire à quel pourcentage la sécurité donc, du patient est assurée dans nos centres de santé? C'est difficile de le dire. C'est difficile de le dire. Oui. On n'a pas encore des chiffres. C'est vrai qu'il y a des sondages qui ont été faits qui ne sont pas très favorables, mais on est en chemin. Et c'est pour ça que dans son dispositif d'amélioration de la qualité, l'ARS a mis en place un dispositif particulier pour agir sur la sécurité du patient. D'accord. Alors, je le disais, 2 ans déjà que l'autorité de régulation du secteur de la santé a été installée. C'était le 12 septembre 2022. Quelle est précisément la mission qui vous a été assignée par le chef de l'État? Alors, la mission de l'autorité de régulation du secteur de la santé est de veiller à la réalisation du droit à la santé par tous, par l'amélioration de la qualité de l'offre et des soins. D'accord. Oui, allez-y. Et cette qualité-là, il lui a été prescrit aussi de l'atteindre à travers 2 éléments principaux qui sont la certification des établissements de santé et l'accréditation des professionnels. Et l'ARS d'emblée s'est mis à travailler sur ces 2 axes, mais très vite elle s'est rendue compte que ces 2 axes n'étaient pas possibles à mettre en place parce que la fondation même n'était pas bonne. Et cette fondation, elle avait lien avec la sécurité des patients. Oui. Ce qui fait que... C'était le diagnostic que vous avez posé? Tout à fait. Ce qui fait que nous avons mis en veilleuse ces 2 pans pour travailler exclusivement sur le dispositif pour la sécurité des patients, dont le lancement officiel du déploiement a été fait le 28 mars 2024. Et le 17 septembre, nous avons remis au ministre de la Santé les manuels qui permettent donc de conceptualiser ce dispositif et de permettre que dans les établissements de santé de tout le Bénin, qu'ils soient publics ou privés, que cette... Justement, quel est le contenu de ces manuels au nom du ministre de la Santé? Alors, ces manuels, il y en a 2, parce que tous les établissements de santé dans le Bénin, on les distingue en 2 types. Oui. Le premier, qui sont les établissements de santé de premier contact, c'est ceux que le patient va rencontrer en première intention lorsqu'il va avoir des problèmes de santé. C'est à la fois les dispensaires isolés, les maternités isolées, les centres de santé de commune, les centres de santé d'arrondissement, ceux-là où on n'hospitalise pas. Deuxième catégorie, ce sont les établissements hospitaliers qui sont les établissements de santé où le patient va être parfois hospitalisé et rester plusieurs jours pour son traitement jusqu'à ce qu'il aille mieux. Dans chacun de ces manuels, il y a une répartition en 3 parties, en 3 livres. Le premier livre qui concerne le dispositif lui-même où il est décrit, où sont annoncées les normes et les différents domaines et les critères qui sont dans l'évaluation de la sécurité des patients. Le deuxième livre qui parle de l'évaluation du dispositif, parce qu'une fois que le dispositif est mis en place dans les établissements, l'ARS va aller évaluer chaque établissement pour voir comment et à quel niveau il a mis en place. Et le troisième livre est en lien avec le contrôle. Vous me direz,
quelle différence il y a entre évaluation et contrôle. Oui. Alors, il faut savoir que dans le dispositif, les établissements hospitaliers sont évalués à travers des normes qui ont été monnayées en critères. Et il y a 134 critères pour les établissements hospitaliers et 125 pour les établissements de santé de premier contact. Et lorsqu'on fait une évaluation qui, elle, a lieu tous les 3 ans, on évalue les 134 critères pour les établissements hospitaliers et les 125 pour les établissements de santé de premier contact. Donc, alors que le contrôle, lui, il va s'occuper d'un ou deux des critères à la fois. Et on peut le répéter plusieurs fois dans l'année, autant de fois qu'on veut, pour aller regarder de manière pointue un aspect. C'est ça qui fait la différence. Et vu que 3 ans, c'est long, on a besoin de mettre sur les établissements de santé une stratégie qui fait qu'ils sont en permanence en train de s'améliorer. Donc le contrôle va arriver chaque année pour aller voir ce qui a été fait depuis la dernière fois et les inciter à toujours faire mieux. Voici pourquoi il est si fait. Oui, 24 mois déjà que vous avez déjà commencé à dérouler votre feuille de route. Aujourd'hui, quelles sont les actions phares qu'on peut retenir, qu'on peut mettre à votre actif? Les actions phares, c'est ce dispositif-là. S'il y en a un à retenir, c'est celui-là. Parce que l'impact qui est attendu dans le secteur de la santé est majeur. Parce que quand vous regardez ce qui est dit dans les médias en termes de préjudice, ce qui est dit dans les plaintes que nous recevons et les investigations qui sont faites systématiquement par les cellules de contrôle et d'inspection, vous vous rendez compte que c'est un problème majeur sur lequel il faut agir. Et si, à la fin de l'année 2025, l'objectif que nous avons fixé, c'est que tous les établissements de santé au Bénin arrivent au niveau 1 de l'échelle de sécurité. Et ça, c'est une obligation pour tous. Et nous y travaillerons. C'est pour ça que l'année qui commence là, nous allons l'utiliser à accompagner chaque établissement à arriver à respecter tous les critères essentiels qui leur permettent d'arriver au niveau. Et puis, à votre prise de fonction, quel est l'état des lieux que vous avez fait? Comment se portaient justement nos centres de santé? Alors, l'état des lieux, il a été fait même avant que l'ARS soit mise en place. Et ça a été une justification de la création de l'ARS. Alors, l'état des lieux, c'est que d'autres secteurs étaient politisés. Le secteur avait un niveau de qualité de service qui était faible et inégalement réparti, que l'équipement dans l'établissement n'était pas de bon niveau, les ressources humaines étaient en quantité insuffisante et en qualité insuffisante. Je m'arrête déjà là. Pour dire que pendant ces 2 années-là et même avant, il y a un gros effort qui a été fait par le gouvernement en termes d'amélioration de l'équipement, de construction de nouveaux établissements, de recrutement de ressources humaines. Et tout ça, ça a déjà eu un impact sur la qualité, mais il reste encore beaucoup à faire. Et c'est pour ça que ce dispositif qui est mis en place va permettre de travailler de manière transversale pour que d'ici 1 an, on sente vraiment que la qualité, la première marche est déjà franchie. Est-ce que vous êtes confronté aux difficultés ou même aux obstacles donc, dans le déroulement de vos actions? Ça vous fait sourire? Oui, parce que ça serait mentir, puisque aucune réforme ne se passe sans qu'il y ait une résistance au changement. Et la résistance est liée à tous les niveaux. Il y a les acteurs qui n'y croient pas, les secteurs qui n'y croient pas. Il y a les patients. Les intérêts qui sont bousculés. Oui, parce qu'il faut. Il s'agit en fait de changer de paradigme. Donc chacun, là où il est, doit changer sa manière de faire et d'agir. Et agir autrement pour qu'au bout du compte, on obtienne ce qui est désiré, à savoir l'amélioration de la qualité dans le secteur. Alors quand on sait ce que le chef de l'État attend de vous, on sait que le défi est grand. Pour vous, quels sont les défis qui vous attendent dans les années à venir? Alors, une fois que celui de la qualité est mis en route, nous allons reprendre les 2 autres dossiers que nous avons laissés. Et parmi les 2, il y en a un qui est important, qui est celui de l'accréditation des professionnels. Et pour parler simplement, il s'agit d'aller mettre en place un dispositif qui va questionner chaque professionnel chaque fois qu'il pose un acte. Est-ce qu'il a fait en respectant les référentiels ou est-ce qu'il a fait parce qu'il avait envie de faire comme cela? Or, nous sommes dans un secteur où nous traitons des humains et il y a des référentiels qui disent à chaque fois comment ça doit être fait. Donc, la semaine prochaine d'ailleurs, nous allons tenir un atelier pour faire un cadrage de comment ces référentiels-là doivent être élaborés par les sociétés savantes. Et nous allons partager avec eux un canevas sur lequel nous allons nous entendre et nous allons valider. Et ce canevas-là sera celui désormais qui sera utilisé par toutes les sociétés savantes
pour produire le référentiel. Ces référentiels seront in fine validés par l'ARS, mis en service dans le secteur et s'imposera donc à tous les acteurs. Ce qui fait qu'en ayant travaillé sur la sécurité, on va rajouter un autre étage qui est celui de la qualité des services offerts par les prestataires qui devront rester conformes à des référentiels sur lesquels on se sera mis d'accord avant. Validé par l'ARS. Les kits de dialyse seront bientôt exonérés de taxes de droits, des taxes de douane à Cotonou. Le mercredi dernier, en Conseil des ministres, le gouvernement a pris cette décision. C'est une bonne nouvelle pour vous? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle donne une bouffée d'oxygène aux patients et aux familles dialysées qui devaient prendre en charge eux-mêmes les frais de dialyse. Donc, en supprimant les frais de douane, ceci va impacter le coût final, donc à l'avantage des utilisateurs. Donc, on estime que c'est vrai que c'est un effort, mais pas trop suffisant pour soulager les dialysés. Est-ce que vous pensez la même chose, docteur? Mais ce que je pense, c'est un effort qui a été fait. Il faut savoir qu'on est passé de zéro à cela. Donc, c'est déjà un effort qu'il faut prendre et continuer à travailler pour que ça s'améliore. Plus le pays, le Bénin, sera en situation de produire beaucoup de ressources, elle pourra facilement le distribuer à chacun de ses enfants qui en a besoin. D'accord, on va revenir sur la sécurité des patients, l'état de fonctionnement de nos hôpitaux et boucler l'entretien avec votre mot de fin, docteur. Mon mot de fin, c'est de dire, et d'abord de remercier Canal 3 pour l'opportunité que cette télévision donne à l'autorité de régulation du secteur de la santé de venir parler de ce qu'elle fait, en particulier la sécurité des patients et du thème de la journée mondiale de la sécurité des patients. Et enfin, c'est de faire comprendre à chacun des téléspectateurs, mais aussi à chacun des acteurs du secteur de la santé, à chacun des responsables à tous les niveaux, qui comprennent qu'ils sont tous partie prenante dans la réalisation de cette sécurité-là. Et que chacun doit jouer son rôle. Et que les patients, les premiers, ne doivent pas se sentir à côté de leur problème de santé, mais doivent être considérés comme des parties prenantes, doivent s'impliquer, doivent accepter de jouer le rôle. Ça me donne l'occasion de saluer l'initiative que le CNHU a prise le 17 septembre dernier, de faire une activité où les patients étaient invités, ceux qui le voulaient, à venir en salle de réunion, prendre la parole et dire ce qu'ils avaient trouvé d'inacceptable, de difficile à supporter dans leur parcours dans le CNHU. Et vous avez des malades, des familles qui ont osé venir et dire des choses qui n'étaient pas faciles à accepter, à entendre pour les professionnels. Mais ils ont franchi ce pas et je veux les féliciter et leur dire de continuer. Parce que c'est clair, en impliquant les patients, 15% de ces vies sont déjà en moins. Merci beaucoup à vous, Dr Lucien Dossou-Bété, président de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Et très bonne journée à vous, docteur. Merci, M. Bokari. Mesdames et messieurs, on va quitter les hôpitaux pour nous installer sur les parcs de vente de véhicules d'occasion. Que se passe-t-il à ce niveau? Nous le saurons avec Marouf Salami. Il est le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Mais avant de le recevoir, on va faire un tour à la régie pour voir nos partenaires. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier... Le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président local dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il dans avec béa, oui, ouais, dans ton. Yosi village, boa, couton, sans tanga.
La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Des voix s'élèvent l'une après l'autre pour dénoncer quelques dysfonctionnements qui ne permettent pas le rayonnement de la filière. Nous sommes sur les parcs de vente de véhicules d'occasion. De quoi il est question? Il est là pour nous répondre. C'est le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin, M. Marouf Salami. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du Grand Format. C'est moi. Alors, votre association, que fait-elle? Oui, bon, merci beaucoup. Entre je remercie beaucoup le Seigneur de m'avoir permis de venir sur votre plateau. Oui. Je le remercie infiniment pour tout ce qu'il fait, il fera pour notre pays. Et oui, notre association est là pour défendre notre corporation d'abord, et aussi les clients, c'est-à-dire les clients qui viennent de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Parce qu'on a constaté qu'entre-temps, il y avait beaucoup de pagailles, il y avait beaucoup de faux frais, et nous avons commencé les démarches. On a écrit au chef parc et autres. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que les faux frais, ça persiste. Et encore d'autres qui créent encore d'autres faux frais. Même l'arrêté que nous utilisons aussi contient encore de faux frais. Je dis oui, parce que je paie une prestation sans service rendu, nous constatons que c'est un faux frais. Parce que l'arrêté aussi, il y a beaucoup de faux frais dans cet arrêté-là qu'on doit corriger. Par exemple, je prends tout de suite les 5 500 francs que nous payons pour salubrité, voie interpack. Ces 5 500 francs, c'est destiné pour aménager les packs. Oui. Mais on a constaté que depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Rien n'est fait, ça veut dire quoi? Est-ce que les packs ne sont pas nettoyés? Les packs ne sont pas nettoyés. Et si vous voulez, prenez votre micro-caméra, allez à Sekandi seulement. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. S'il pleut, c'est-à-dire les clients qui viennent, c'est-à-dire parfois ils sont découragés, complètement découragés, parce qu'ils vont marcher dans l'eau, tout ça là. Ils paient les véhicules, et les véhicules parfois se noient dans l'eau. Mais on se demande à quoi servent ces fonds-là? Que nous souviennent que à la fin du mandat de Yaya Boni, M. Agua a gagné un projet, c'est-à-dire de faire pavé, c'est-à-dire de mettre propre les packs et autres. Donc là a commencé le travail. Il a fait peut-être 1 kilomètre de voie pavée, et du coup, à l'arrivée du président Patrice Talon, ils ont arrêté le projet. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Et nous croyons que, comme c'est un homme de rigueur, et il est dedans depuis, il va continuer le travail. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Alors vous êtes une association bien organisée. Est-ce que vous avez cherché à savoir? Nous avons cherché à savoir. Aujourd'hui, il n'y a plus de marche, il n'y a plus de grève. Il n'y a que c'est-à-dire les courriers que nous envoyons aux diverses autorités de la place, que nous avons envoyés. Nous envoyons chaque fois, mais ils ne nous écoutent pas. C'est-à-dire, ils ne nous appellent même pas pour demander qu'est-ce que vous avez comme problème. Mais nous ne comptons toujours pas payer cet argent-là. Qui vous souvient aussi qu'ils ont fermé le parc d'escorte? Pourquoi ils ont fermé le parc d'escorte? C'est toujours par rapport à l'instabilité. S'il pleut, vraiment, les gens qui achètent des véhicules à coût de millions, parce que quelqu'un vient, il paie un véhicule à 45 millions. Et quand il rentre dans l'eau, le moteur se noie dans l'eau. Alors, vous qui êtes acteur de cette filière, pourquoi ne pas s'organiser pour nous avons cherché à rencontrer là où vous travaillez? Nous avons cherché à rencontrer les autorités. Nous avons rencontré les autorités de Bénin Contrôle. Eux nous ont dit qu'ils sont des privés, qui ne peuvent pas réparer la voie. Oui. On a cherché à rencontrer le promoteur du parc d'escorte. Lui, on a tout fait, on ne l'a pas vu.
Juste pour qu'ils mettent au moins si c'est deux camions de sable sur la voie. Non, on ne l'a pas vu. Nous sommes obligés d'écrire à une autorité, à un ami de chef de l'État qui nous a aidés aujourd'hui à fermer le parc d'escorte et dire que maintenant, si les véhicules sortent, ça peut prendre la route directement. Ce que nous avons applaudi. Mais quel est le problème aujourd'hui? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui quittent Tchad, Mali et autres. Et avant de prendre la voie, il faut réparer le véhicule d'abord. Mettre à jour le véhicule, que le véhicule soit en bon état avant de prendre la voie. Mais ceux-là n'ont plus accès au parc d'escorte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans les garages. Et quand une fois rentrent dans les garages, quand la douane fait ses contrôles et voit ces véhicules dans le garage, la douane arrête les véhicules. Et vous les amendez de 500 000 à 1 million. Ce qui est normal, parce qu'on les a donné 96 heures de quitter le territoire. Donc en 96 heures de quitter le territoire. Mais si c'est dans un parc d'escorte, le parc d'escorte est sous contrôle de la douane. En ce moment, il peut rester dedans. Mais quand dans les garages ne sont pas autorisés par les douaniers. Donc vous prenez votre micro-caméra, vous allez à Zongo, vous allez voir les véhicules un peu partout à Zongo. Quand la douane fait le contrôle et rentre dans les vents, arrête les véhicules, on les amende directement. Est-ce que c'est bon comme ça? Non. Il faut que nous trouvions, on a fait des propositions, que nous trouvions un autre parc d'escorte. Où on va mettre ces véhicules dans le parc d'escorte, il faut prendre le temps. Maintenant, nous sommes en train de constater qu'il y a des parcs. Mais ces parcs, c'est des parcs privés. Quand vous rentrez dans les parcs, là, on paie l'argent. Vous payez l'argent. Alors que l'argent, cet argent-là est déjà dans le barème. Tout nous paierons. Ça veut dire que... Vous parlez des parcs privés, c'est ça? Des parcs privés. Là, dans les parcs privés, vous payez. Alors que l'argent là est déjà dans l'arrêté que nous payons. Il y a aussi la sécurisation des parcs. Entre-temps, l'arrêté, c'était 27 000. Mais aujourd'hui, nous avons mis ça à 10 000. Oui, merci. Mais quel est le problème aujourd'hui? Avant, les militaires, vous allez voir les militaires. Il y a une cargaison de militaires au parc. Et quand on a des problèmes, on va vers eux, ils règlent le problème avec nous. Aujourd'hui, il n'y a plus de militaires, nous comptons pour toujours pas payer cet argent-là. Mais l'argent rentre dans quelle caisse? Il faut que l'État demande à voir clair dans ça. Parce que nous sommes des autorités. Qui est chargé de gérer ces fonds? Voilà, nous ne savons pas. Nous, notre problème, c'est de laisser l'argent dans la caisse. Parce qu'ils ont dit, une fois payé sur le BFU, on ne va plus rien payer au PAC. Mais c'est le contraire, nous voyons au PAC. Chacun se lève, crée son faux frais. Et cette pagaille-là date de 2013. Et c'est l'ex-ministre Jonathan Bian qui avait organisé cette pagaille-là. Qu'est-ce que vous appelez pagaille? Voilà. Vous savez, quand ils ont créé le système PV Nouvelle Génération, ils disent que si on paie tout sur le BFU, on ne va rien payer au PAC. C'est ce qu'ils nous ont dit. Et c'est Mme Adija Matis, l'ex-ministre des Finances, qui avait sorti cette note circulaire. Et c'est vrai, ça a pris, et nous sommes en train de faire le travail. Les maisons conscientaires, ils ont déjà acheté des timbres. Parce que sur chaque connaissement, il faut mettre un timbre. Donc ils ont déjà acheté les timbres. Maintenant, quand il y avait un problème entre le président Patrice Talon et le président dans le temps de Yahi Boni, les maisons conscientaires sont venus voir le ministre Jonas Bian. Ils lui ont demandé, mais nous avons des timbres à notre niveau qu'on n'a pas utilisé. Mais comment nous allons faire? Lui sort une note pour les demander maintenant de prendre l'argent main à main. C'est comme s'il a dit de prendre l'argent main à main, parce qu'il a dit de prendre les dispositions. Du coup, ils ont commencé par prendre l'argent main à main. Et quel problème cela pose? Cela pose le problème qu'ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas respecté l'arrêté qu'eux-mêmes ont mis en place. Parce qu'ils ont dit qu'une fois payé tout sur le BFU, ils n'ont plus rien payé au PAC. Ça veut dire que nous n'allons plus donner l'argent main à main à quelqu'un. C'est fini. Mais depuis le jour là jusqu'à aujourd'hui, le truc a commencé. Et il y a eu des réformes. Quand on prend le cas du ministre Heromé qui a opéré donc des réformes que vous-même entre-temps vous avez saluées. Non, on n'a pas salué. On n'a pas salué parce que on a écrit à rencontrer le ministre Heromé dans le temps. Le ministre Heromé nous a reçu pendant environ 5 minutes pour dire que bon, votre problème serait résolu. Mais si on veut toiletter l'arrêté, que vous serez là. Et ensemble, on va faire le travail, un bon travail. Mais on a constaté qu'ils ne nous ont pas appelés. Nous sommes là, nous avons fait un premier arrêté, 027. 2 semaines après, nous avons sorti un autre arrêté. Parce que dans le 027, les gestionnaires du parc ont estimé qu'il y a l'argent de frais de choses là. Et
frais d'escorte. Oui. C'est-à-dire, avant de quitter le parc d'escorte, le parc de regroupement vers les parcs de vente, il faut payer 15 000. Et ce sont eux qui sont en train de payer, sont eux qui paient les 15 000 francs. Maintenant, qu'ils ont revendiqué, qu'ils vont monter au créneau, tout ça là, donc on les a appelés pour dire non, ok, nous allons encore actualiser le barème. Et maintenant, nous allons mettre le vôtre, 15 000 francs dedans. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis les 15 000 francs dedans. Donc, du coup, 2 ans après, il y a l'arrêté de 0,28 qui est sorti. Ouais. Et quand l'arrêté est sorti, nous ne nous ont pas appelés. Alors, pour vous, quels sont les frais essentiels à payer sur les parcs pour vous? Non, en temps normal, on n'a plus rien à payer au niveau des parcs. Pourquoi? Parce qu'on a tout payé sur le BFU. C'est pas fini, monsieur le journaliste. Oui, allez-y très rapidement. On était là, un jour, ils ont sorti une note circulaire que nous-mêmes nous n'étions même pas là. Pour dire que les véhicules frappés de dépôt sont que nous ne pouvons plus rien payer si on paie seulement les frais de la douane. Du coup, les maisons consentées ont dit non, on doit payer les frais d'échange. Donc, ils ont commencé par prendre l'argent à la main de chez nous. 32 500 au lieu de 18 000. Les parcs aussi, ils ont commencé par prendre 15 000 francs, 45 000 francs. Mais on a dit, mais quel est le problème? Ils ont dit que non, que c'est une nouvelle décision qui est sortie. De qui? Ils ont dit que c'est le directeur de sécurité qui a sorti cette décision. Cette décision, mais sans associer les acteurs portugais. Comment est-ce que vous pouvez faire la loi dans une maison sans associer les enfants de cette maison? Alors, quel problème cela pose? Cela pose que maintenant, chacun prend l'argent main à main. Alors que l'arrêté a dit, si vous payez tout sur le BFU, vous n'allez plus rien payer au parc. Mais on ne comprend plus rien. Vous achetez un véhicule aujourd'hui. Si jamais vous achetez un véhicule, vous allez payer l'argent de carte d'importateur, par exemple. C'est des faux frais. Parce que nous avons lutté contre ça là depuis des années. Mais un jour, nous avons rencontré le responsable de la recette, le receveur. On a posé le problème, qui a dit non, jamais, vous ne devez pas payer la carte d'importateur. Mais lui a pris une décision. Et cette décision, c'est salutaire. Il dit que si jamais quelqu'un paie la carte d'importateur, paie encore la carte d'importateur, lui va censurer le parc. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le CSU, impôt, et la facture normalisée que nous payons. Maintenant, si quelqu'un a payé effectivement le véhicule, on lui donne la carte et le connaissement avec ces deux documents. Ça finit par faire l'échange. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Les importateurs continuent toujours pas à nous prendre de l'argent. On a écrit au ministre Tonato. On a demandé de nous rencontrer pour qu'on puisse lui expliquer tout ce qui se passe. Mais le chef de l'État a mis le ministre Tonato là pour nous écouter quand même. Mais on a écrit, il ne nous a pas écouté. Et il est obligé, quand on a commencé par le sonner, il est obligé de dire aux agents du port de nous recevoir. Alors que ça ne sont pas de compétences des agents de ces agents-là de nous recevoir. On a tout fait pour le rencontrer, non, zéro. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'entendre dans les coulisses qu'il y a encore une autre arrêté qui est en train de sortir, sans même nous associer. Alors que si ça sort là, c'est déjà une monnaie, l'arrêté là. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour finir? Ce que nous proposons, c'est ceci. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes au port. Par exemple, il y a un problème, le problème de vente en ligne. La vente en ligne, qu'ils ont commencé. Ils ont commencé sans même associer ni les acquéreurs, personne. Ils ont resté dans leur bureau et nous fait sortir ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est de la pagaille. Et c'est pour tuer les importateurs, c'est pour tuer les commerçants qu'ils ont amené ça là aussi. Ce que nous proposons, c'est que si prochainement ils veulent faire leur réforme, qu'ils nous appellent, nous sommes ensemble, qu'ils nous appellent pour que au moins nous avertissons les clients qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas au pays. Les clients sont jusqu'à des kilomètres de leur milieu. Mais il faut que nous allons appeler les clients pour dire au Bénin, il y a d'autres réformes. Si vous voulez, là, soyez prêts. Mais aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est que personne ne veut nous écouter. Même le chef de l'État plusieurs fois. Le chef de l'État, bon, juste aujourd'hui, il est le président de la République, c'est normal. Il a beaucoup de choses. Mais quand nous crions à un ministre, il faut que le ministre nous écoute. C'est mieux que de chaque fois aller dire au chef de l'État, mais le chef de l'État, voilà, tes promesses chez nous. D'accord. Voilà.
Merci à vous, M. Marouf Salami, président de l'Association des jeunes déclarants et mandataires Antoine du Bénin. Votre appel donc, est sans doute entendu. En tout cas, très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, de la suite du grand format, on va installer l'invité média. Il s'agit de Nazer Vikou, journaliste sportif et directeur de publication du quotidien Le Pays émergent. Le décryptage de l'actualité nationale, c'est juste après la revue de presse hebdomadaire de Assiongo Kanye Assiongo. À toutes et à tous, bonjour, c'est la revue de presse hebdomadaire. Fraternité en sait un peu plus sur le budget prévisionnel de l'État exercice 2025. Le mercredi 18 septembre 2024, en Conseil des ministres, le gouvernement a entériné la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi des finances 2025. Il en ressort que le projet de budget s'établit à 3 551 milliards de francs CFA avec une hausse de 11% par rapport à 2024. Ce projet vise à renforcer la résilience de l'économie nationale et consacre la poursuite et la consolidation des leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. Plus loin, constatait le journal, aucun nouvel impôt n'a été inscrit dans le projet de loi des finances 2025. Le meilleur ajoutait que de ce montant, 1101 milliards seront consacrés aux dépenses à sensibilité sociale, soit 41,5% du budget total. Le projet vise également à renforcer les infrastructures et à maintenir une stabilité fiscale sans nouvelles taxes. Pour l'événement précis, cet effort reflète l'engagement du gouvernement à garantir une stabilité et une prévisibilité des normes fiscales pour les opérateurs et investisseurs privés. Pendant ce temps, relevait la nation, le Bénin enregistre une amélioration significative des recettes budgétaires au cours du premier semestre 2024, démontrant la résilience de l'économie nationale face aux chocs exogènes. Ces recettes ont atteint 1056 milliards de francs CFA, représentant 50,9% des prévisions annuelles fixées à 2076 milliards de francs CFA, selon le rapport d'exécution au 30 juin 2024 de la loi de finances 2024. Cette hausse se traduit par un supplément de 105,204 milliards de francs CFA, soit un taux de progression de 11,1% par rapport aux recettes à fin juin 2023, selon les données publiées par la Direction générale du budget. Avec le matinal, on pouvait lire au sujet de l'exonération des kits de dialyse, de droits et taxes de douane que le gouvernement soulage les dialysés au Bénin. Attentif aux cris de cœur des malades, l'exécutif a posé un acte fort le mercredi 18 septembre 2024 en Conseil des ministres. Les kits de dialyse seront exonérés de droits et taxes de douane. En Conseil des ministres, le projet de décret y afférent a été adopté. La nation faisait observer que cette mesure, même si elle n'est pas synonyme d'une gratuité de la prise en charge de cette opération, permettra certainement une diminution des frais aux patients. Cette exonération des kits de dialyse constitue une autre forme de soutien du gouvernement aux populations affectées. Conscient de ce que les patients font face à des contraintes dans leur prise en charge, soulignait Fraternité, le gouvernement a décidé d'exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits de droits et taxes de douane afin de réduire davantage le coût du kit et de faciliter le traitement aux patients. C'est dans la même veine que le gouvernement a fait observer que la prise en charge de la dialyse nécessite des ressources importantes impliquant l'intervention de l'État aussi bien que la participation des patients. C'est une triste réalité que, faute d'accès facile à la prise en charge, nombre de patients dans les centres de dialyse restent impuissants face à la fatalité de la mort qui vient les arracher à l'affection de leurs proches et alliés. Dans sa parution du mercredi, Libération informait que le gouvernement béninois vient de lancer un concours de recrutement
246 fonctionnaires, parmi lesquels 100 greffiers et 46 analystes, programmeurs et élèves attachés de services judiciaires, dont 7 handicapés pour étoffer les effectifs du ministère de la Justice. La célébration de la fête de la Gani était en une du quotidien La Nation qui rapportait lundi que venus de toutes les contrées du Bénin et d'ailleurs, les filles et fils de l'ère culturelle Batonou et Beau se sont retrouvés le samedi 14 septembre à Niki pour célébrer leur fête identitaire, la Gani. Pour la deuxième fois consécutive depuis son intronisation, l'empereur, son Altesse Serotoruto Kusari, a réalisé le parcours rituel de près de 10 km, marqué par 9 étapes symboliques. L'autre quotidien écrivait que les rideaux de la 213e édition de la Gani sont tombés. Les peuples Batonou venus d'horizons divers ont rallié le site pour vivre une fois encore ces moments festifs. Dans ce lot, plusieurs personnalités et autorités politiques et administratives étaient remarquables. Au nombre de celles-ci, on pouvait distinguer le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, la vice-présidente du Bénin, Maria Machabita Latazime, les ministres Samoua Dambi, Éléonore Yaïladekan et Aurélie Adam Soulé. Bénin Intelligent indiquait qu'en dehors des rituels traditionnels tels que la sortie des tambours sacrés et les cérémonies d'allégeance au roi, d'autres moments forts ont également marqué cette édition, notamment 2 concerts mémorables organisés par l'Observatoire d'Ounia avec le soutien gouvernemental à travers l'Agence de développement des arts et de la culture. Disparition d'une icône du sport béninois en France, une affaire d'État, sursaut patriotique pour Odile Ahouanou, placardait Fraternité dans sa publication du mercredi. Le journal pensait que cette disparition de l'athlète béninoise est une affaire d'État. Odile Ahouanou n'est qu'une simple sportive, c'est une icône, une championne, le porte-drapeau du Bénin. Lors des Jeux olympiques en 2020, elle est une digne ambassadrice du Bénin qui a porté loin les couleurs nationales. Elle détient le record national du Bénin en heptathlon ainsi que sur le 100 mètres haies, le saut en hauteur et le lancer du poids. Elle est également entraîneuse de la catégorie Benjamin et minime du stade Saute-Villers, 76. Nord-Sud Quotidien faisait un portrait de l'athlète qu'il décrit comme âgé de 33 ans, mesurant 1,78 m et licencié au stade Saute-Villers et une spécialiste de l'heptathlon qui avait terminé en 8e position dans cette discipline aux mondiaux d'athlétisme de 2019 au Qatar. Elle détient le record national du Bénin dans cette discipline ainsi que sur le 100 mètres haies, le saut en hauteur et le lancer du poids. La native de Savalou au centre du Bénin vit et s'entraîne à Rouen. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Voilà donc pour la revue de presse hebdomadaire de Asiongo Kanye Asiongo que nous allons retrouver dimanche prochain. Un plateau pour le tour d'horizon de l'actualité nationale. Il est déjà installé. Nazer Vikou, bonjour. Bonjour Idriss Boukari et salut aux auditeurs de Canal 3 Bénin. D'accord. Journaliste sportif et directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent, merci d'être avec nous. On va commencer le décryptage avec cette actualité. L'Assemblée nationale qui s'est dotée de son budget pour le compte de l'année 2025. Le budget a été voté par les députés de la mouvance et de l'opposition. Quelle est votre lecture de ce vote? Bon, il faut une fois encore féliciter les députés de cette 9e législature, surtout les députés de la minorité, qui cette fois-ci se sont ravisés pour voter et pour s'associer aux autres députés de la mouvance pour voter ce budget. Parce que le budget prend en compte les besoins de l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez, l'année dernière, ils avaient voté pour compte et on avait dénoncé sur le même plateau. C'est parce que l'argent que vous voulez utiliser et que vous-même, vous rejetez, alors que
C'est ça qui va vous permettre, qui va régler vos problèmes. Et vous rejetez, ce n'est pas bien. Il ne faut pas être des éternels contestataires parce que vous êtes de l'opposition. Non, on n'a pas besoin de ça. Je crois qu'en eux-mêmes, ils ont eu beaucoup de réflexions, ils ont dit non. Et au niveau de la commission, selon les informations qui nous sont parvenues, ils ont même apprécié l'avancée. Ils ont salué le leadership, l'avancée de ce budget et félicité le président de l'Assemblée nationale. Donc je crois que c'est très bien, tout le monde a applaudi. Et dans les explications, ce budget a connu une hausse de plus de 27,4%. Et je crois que c'est pour la cause nationale, c'est en leur honneur. Et je crois que si vous êtes de l'opposition, vous faites des propositions concrètes. Vous n'êtes pas là parce que vous voulez vous faire voir. Est-ce que cela n'est pas dû, on va dire, à l'exigence donc de leurs militants qui disent que en tant qu'opposition, il faut s'opposer à tout? Non, c'est ça que je dis. Parce que je suis opposant, je me pose à tout, je vais être contestataire. Non, il faut faire des propositions concrètes. Et cette fois-ci, pour le vote de ce budget, je crois qu'ils se sont ravisés. Ils ont dit non. Je vous donne un exemple. Oui. Le président, l'autre vice-président de l'Assemblée nationale, Basile Léon Akossi, il est membre de l'opposition. Vous vous rappelez quand il était tombé malade? Est-ce que vous savez que évacuation sanitaire, ce qui a engendré son évacuation, vous savez que si ce n'est pas l'Assemblée nationale, comment il sera soigné? Donc il faut voir un peu loin et ne pas dire parce que on est déjà braqué contre la mouvance, on est déjà braqué contre un système. Non. S'il y a des choses à reprocher, vous pouvez critiquer. Mais s'il y a des choses qui vont dans le centre de l'intérêt général, il faut soutenir, il faut accompagner. Et je crois que cette fois-ci, le bon sens les a guidés. Ils ont voté et cela n'enlève rien en eux. Ce sont les mêmes militants qui vont dire ils ont voté, ça veut dire qu'ils sont avec le président Patrice Talon. Non, ce n'est pas parce que qu'ils ont voté qu'ils sont avec le président Patrice Talon, ou bien parce qu'ils soutiennent, ils accompagnent le président de l'Assemblée, Louis Vlavonou. Non, le bon sens voudrait que pour ce budget-là, il s'associe pour lui donner un plébiscite. Et c'est ce qui a été fait. Et je crois que ça va de leurs intérêts. Parce que vous ne pouvez pas rejeter l'argent qui va servir, qui va vous servir, l'argent que vous allez utiliser. Exercice 2025, et vous rejetez cet argent-là. Maintenant, quand vous aurez les besoins, vous aurez des choses à utiliser. Dès que vous serez en souffrance, vous aurez certaines choses. Vous allez trouver l'argent là-haut. Donc, il faut donner le quitus à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, pour que vos désirs, vos besoins soient satisfaits. D'accord. Globalement, comment appréciez-vous, on va dire, le management donc, du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou? On l'avait vu à la mandature dernière. Cette fois-ci, il est encore à l'œuvre. Comment est-ce que vous appréciez sa gouvernance donc, de l'Assemblée nationale? Non, je crois qu'il est en train de tenir par le bon bout parce que on a vu des législatures précédentes, on a vu des présidents, quand l'opposition veut prendre la parole, on lui arrache la parole. Quand des députés de l'opposition veulent mener des réactions, on leur retire la parole. Et cette fois-ci, il essaie de gérer, il essaie de contenir le monde. Vous savez, même, c'est une avancée notable parce que vous assistez souvent des questions orales, des questions, quand on interpelle le gouvernement, on programme. Quand des députés de l'opposition qui veulent réagir par rapport à un sujet, qui veulent contester, il leur donne la parole. Il ne leur confisque pas la parole. Il les laisse se passer, c'est la libre expression. Il laisse chacun intervenir. Et après, c'est lui qui sait comment gérer. Et il reste au-dessus de la mêlée. Donc je crois que on a besoin de ces gens de présidents à la tête de nos parlements. Et je vous assure, son leadership, même les gens de l'opposition, ils apprécient. Ils disent que c'est un président qu'on n'a jamais connu. C'est vrai, les autres, on ne veut pas leur jeter la pierre, mais qu'il essaie
de gérer et qu'il se met au-dessus de la mêlée en tout cas. D'accord. On va rester à l'Assemblée nationale. Les dernières modifications qu'elle a apportées au code électoral n'est pas donc du goût de certaines catégories, donc deux personnalités. D'abord, les opposants qui s'opposent aux modifications apportées au code électoral, la société civile également qui a levé le ton, et puis ce sont les religieux qui ont également appelé à revoir certaines dispositions du code électoral. Quelle analyse faites-vous de ces voix qui se lèvent de plus en plus? C'est en cela que je vais une fois encore interpeller l'autorité suprême, le chef de l'État, parce que c'est à lui que revient le dernier mot. Le chef de l'État, il n'est pas le président de l'Assemblée nationale. On a voté une loi. Oui. Et dans l'évolution des choses, on a constaté que ça va amener quelque chose. Et tout le monde, le peuple, il ne peut pas gouverner sans le peuple. Le peuple, tout le monde se lève pour dire que cette loi-là, ce code-là, c'est un code chrysogène. Mais il faut l'expérimenter d'abord, non, pour tirer les leçons. Ce code peut nous amener à la situation de 2019. Nous ne voulons pas vivre le phénomène, il faut m'excuser, le phénomène Wahala. Ce phénomène-là qu'on a souvent vécu dans des pays, on aimerait qu'on peut revoir ça. Ce sont les mêmes députés qui ont voté, non? Il lui revient de saisir l'Assemblée nationale ou bien un groupe de députés, que ce soit de l'opposition, de la mouvement saisir, une fois encore le bureau de la République dit bon, on peut revoir autrement. Au lieu de dire c'est 15% qu'il faut avoir pour passer, on peut revoir ensemble. Est-ce que cela relève de la compétence donc du chef de l'État? Non, c'est qui a promulgué la loi. C'est lui, on a voté. Il faut que la loi soit votée à l'Assemblée avant. Oui, on peut trouver encore le mécanisme. Les députés peuvent s'organiser à leur niveau. Et puis on peut trouver le mécanisme et revenir, revoir un peu son pas, dire il faut avoir 5%. Est-ce que vous-même, ces mêmes députés de la mouvance, BR, UPR, même s'ils s'associent en 2026, si on ouvre bien les élections là, est-ce que vous croyez qu'ils peuvent gagner? Pour le moment, personne ne peut le savoir. Si on ouvre bien les élections, il faut y aller d'abord. Non, mon cher Idriss, il faut aller dans les contrées reculées. Il faut écouter la population. Qu'est-ce que dit la population? Ils ne sont plus. Si vraiment on ouvre les élections, l'opposition peut avoir le désir parce que ça grogne partout. Ouvrir les élections consiste à faire permettre à tout le monde d'aller aux élections. C'est comme. Mais on n'est pas encore à l'étape. Non, les gens disent ce code là, ça écarte. On dit que ce code, les religieux, dans tout pays, il faut prendre en considération en compte tout ce que les gens disent. Les religieux, les différentes catégories, musulmans, les vaudouisants, le bas peuple, il faut écouter. Quelle est la disposition de ce code qui écarte une partie de la classe politique, disons l'opposition? Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut atteindre un seuil avant d'être qualifié pour dire vous pouvez avoir le nombre de sièges. Ces partis de la mouvance qui soutiennent les actions du chef de l'État, UPBR, ils savent qu'au pire des cas, ils vont s'associer. Les démocrates, ils sont combien aujourd'hui? Les démocrates peuvent s'associer avec d'autres partis d'opposition. Lesquels? Il y a la FCBE, il y a MPL, il y a d'autres. FCBE, c'est un parti de l'opposition? Ah, je n'en sais rien. Et MPL, bon, vous avez vu, vous avez eu le temps d'analyser un peu les positions du parti FCBE. Des fois, ils prennent une position pour dire non, on est ici, on est ici. L'opposition aujourd'hui, à mon entendement, l'opposition aujourd'hui se limite au parti, aux 28 députés, les démocrates. Bon, FNM et Force, les autres là, moi je ne vais pas confiance à eux. Donc, la situation aujourd'hui c'est LD contre UPR et BR. UPR et BR. Donc, ils peuvent rester ensemble pour aller contre. Et on ne sait pas ce qui va se passer en 2026. Et c'est pourquoi, pour l'instant, tout le monde est en train d'appuyer sur la sonnette pour dire non. On doit tout faire. En quoi est-ce que, on va dire, la nouvelle révision de ce code électoral va permettre à tout le monde d'aller aux élections? Dans tous les cas, tout le monde ne va pas aux élections. Il y a des critères. Mais pour l'instant, il faut attendre les cris de cœur, les religieux. Vous vous rappelez, dans ce pays, quand Monseigneur de Souza, conférence des forces vives de la nation,
On a pris tout le monde, on a pris des propositions des différentes couches en considération. Pourquoi le chef de l'État ne veut pas écouter ce que disent les gens? Pourquoi il va se fier à ce que lui disent ces référés-là? Ceux qui sont autour de lui qui disent non, il faut faire ceci, tu fais ça, ce n'est pas bon. Non, il faut écouter le peuple, il faut entendre le peuple, il faut écouter les cris de cœur. Et c'est comme ça que vous gérez. Quand vous êtes un chef de l'État, il faut écouter tout le monde, il faut être pour tout le monde. Ce n'est pas pour une minorité, pour un parti. Donc je crois que ce que les gens sont en train de réclamer, ils peuvent trouver la formule et réunir tout le monde. Asseyez-nous, entendons-nous. Quand il devait faire le système partisan, il a convoqué les gens au palais. Non? Il peut faire dire opposition, mouvance, quoi, les religieux, les vaudouisants, tout le monde. Retrouvons-nous. Qu'est-ce que vous réclamez? Le code là, vous lui reprochez quoi? Entendez-nous, trouvons la formule. Moi, je veux partir en 2026 dans la tête de côte. Je veux partir, je ne veux pas laisser un pays, un gouverneur. Je ne veux pas laisser un pays comme ça. Et je crois qu'ensemble, ils vont trouver la formule. Nous, on est là, c'est eux qui gèrent le pays. C'est eux qui prennent les deux. C'est eux qui gèrent le pays. Donc, nous sommes là, nous subissons. Donc, je crois qu'il a le dernier mot. Si décide aujourd'hui de revoir le mécanisme... Vous demandez à ce que le chef de l'État donne des instructions à l'Assemblée nationale pour... Non, on sait comment ça... Les députés, soit les députés de l'opposition, les LDP ont saisi l'Assemblée nationale, bien UPR ou bien RB, pour trouver la formule, on va revoir la formule, on va voir pourquoi les autres existent de dialogue national. Quand ils parlent de dialogue national, c'est qui les autres? Et l'opposition ou bien les religieux, ils disent assise nationale. Permettez-le-moi. Assise nationale, c'est pour s'asseoir. Décidons, entendons-nous. Ce ne sont pas UPR, BR seulement qui doit gérer le pays. Non, le pays c'est pour tout le monde. Et c'est le chef d'État, lui, qui reste au-dessous de la mêlée. La démocratie, c'est la loi de la majorité. On ne refuse pas, mais dans beaucoup de pays, on ne le souhaite pas. Demain, quand on va retomber dans les mêmes situations, nous n'avons pas de moyens pour quitter le pays. Eux autres, ils ont leurs enfants un peu partout, ils ont les moyens, nous, on va retourner au champ, au village, pour s'occuper de nos familles, alors qu'on ne souhaite pas ça pour le pays. Vous ne souhaitez pas retourner au village? Vous vous rappelez, 2019, on continue de traîner les séquelles. Les élections, ce qui s'est passé en 2019, est-ce qu'on va... Le Bénin n'est plus à cette étape de la démocratie. Aujourd'hui, tout le monde se plaint que dans la démocratie, ce n'est plus comme avant. Vous avez suivi l'ancien président de la... Toutes les démocraties du monde sont éprouvées. Mais vous direz que notre démocratie ne respire plus. Est-ce que le Bénin mérite tout ça là? D'accord. On va parler sport à présent avec vous, Nazer Vikou, Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Guépards sont toujours dans la course. Qu'est-ce qui n'a pas marché contre le Nigeria? Bon, par rapport à l'adversaire, le Nigeria, que vous connaissez très bien, c'est un cadeau, comme on se plaît à le dire dans le jargon sportif. On avait tenu en respect le Nigeria lors des éliminatoires. Donc, on se retrouve encore sur le chemin du Nigeria pour les éliminatoires de la CAN. Le Nigeria s'est bien préparé. Le Nigeria sait qu'il avait une revanche à prendre et c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu, ils se sont vraiment préparés pour ce match parce que c'est pour la première fois qu'un petit pays comme le Bénin arrive à mettre à genoux le Nigeria. Battre le Nigeria, pas ce score-là. Vous savez que la victoire était encore possible. Donc la victoire était encore possible, mais cette fois-ci, bon, il a un problème de psychologie qu'on n'avait pas, de mental, qui avait manqué à nos joueurs. Et aussi, nos joueurs, la plupart de nos joueurs, si vous les comparez à ceux du Nigeria, il a un grand fossé. Des joueurs qui ont de temps de jeu, qui sont dans les clubs les plus élevés du championnat européen, qui sont dans des clubs de haut niveau, comparativement aux nôtres. Certains qui n'ont plus de temps de jeu, qui évoluent dans le championnat local. Je crois que à un moment donné, si vous faites une bonne lecture de cette rencontre Nigeria-Bénin, il a un grand fossé. Et l'entraîneur même l'a reconnu, l'a dit. Si on doit comparer les deux équipes, nous n'avons pas de joueurs comme ce que la pléiade de stars que le Nigeria a à sa disposition. Donc je crois que ce qu'il faut faire, le chef de l'État l'a bien compris, le président de la fédération actuelle l'a bien compris, ils sont en train de faire un travail à la base. Les centres de formation. Vous avez vu, Messerete, aujourd'hui, est en train de faire une fierté pour le pays. Il y a un travail sérieux qui se fait. Les jeunes talents,
vous allez à Ndali, vous allez trouver les mêmes choses. Il faut la formation à la base. Quand l'actuel bureau de la fédération est arrivé, de Chacus il est arrivé, il s'est donné une vision. En 4 ans, je peux faire quelque chose. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Avec le projet Forward de la FIFA, on est en train de voir. Bientôt, il y aura le COSA, il y aura les jeunes filles, il y aura les garçons, pour que pendant 4 ans ou bien 2 ans, ceux qui sont en train de partir de l'équipe nationale, ceux qu'on suppose, on estime qu'ils sont déjà en fin de cycle, on a la relève qui puisse les remplacer. Mais la Libye a été un morceau très facile pour les... Oui, la Libye, ils ont eu la chance de marquer d'entrée et puis ils voulaient préserver cet acquis-là. Malheureusement, pour eux, ils sont tombés sur les joueurs qui avaient la rage de vaincre, qui étaient vraiment déterminés, qui étaient blessés dans leur amour propre. Et puis, au retour des vestiaires, ils ont sorti les griffes, ils ont tout démontré. Et vous avez vu, au coup du sifflet final, on a eu les 3 points. Donc, je crois que le prochain adversaire, c'est le Rwanda. Le Rwanda qui là aussi, c'est un adversaire prenable pour les Guépards. Non, en football, il n'y a pas d'adversaire prenable. Pour l'instant, nous jouons d'égal à égal. Oui. Le tournant de notre qualification pour la CAN Maroc 2025, c'est à partir de ce match aller-retour contre le Rwanda. Nous avons 4 points à prendre. Pourquoi pas les 6 points? Si on rate le coach en aller-retour, on est foutu parce qu'on doit. Parce que prochainement, après Rwanda aller-retour, on a le Nigeria à recevoir à Abidjan encore. Avant d'aller en Libye. S'il arrivait que la Libye se trouvait dans une situation inconfortable, la Libye peut nous créer les problèmes. Si le Nigeria aussi arrivait à se retrouver dans une situation inconfortable, ce n'est pas bon pour nous. Donc il faut sécuriser ce match à cette double confrontation. Chercher à engager 4 points. Là, on aura 7 points. On sait que dernière journée, bien avant dernière journée, face au Nigeria, on peut chercher 3 points et avoir 10 points. En tout mais la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne peut pas recevoir donc, les matchs ici à Cotonou pour bénéficier de ce soutien massif donc, des supporters. On va recevoir nos matchs en Côte d'Ivoire. On continue de recevoir nos matchs à l'extérieur, à Abidjan. Je crois que c'est un de moins. On aurait souhaité qu'au stade de l'amitié, notre stade fétiche, qu'on a rénové à coups de milliards, mais qui ne donne rien comme résultat. On est obligé d'aller à Abidjan. Je crois que on a encore le système, mais même si ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, si on était au stade de l'amitié. Mais je crois que la fédération, en synergie avec le ministère des Sports, fait déjà des efforts. Il a souvent fait déplacer souvent des supporters. La fédération, Martin de Chacun, qui arrive souvent et dit, je prends qu'à 50 places. Le ministère leur donne 50 places. La fédération paie, met les moyens à leur disposition, débousse l'argent. Et on a souvent des supporters, 100 supporters qui se déplacent souvent. On compte avec la colonie et béninois qui se roule de côté d'Abidjan. Je crois que c'est déjà une fois qu'il faut saluer. On est obligé de faire avec, et ça va nous apprendre. On ne peut pas comprendre. Nous sommes dans un pays où on dit Bénin, on ne peut pas avoir un stade homologué. Le stade de l'amitié, on nous a montré, on nous a vanté les mérites, on a dépensé des milliards, on a des choses, la CAF, la FIFA a déclassé, on a des choses, ce qu'on nous reproche est encore plus lourd que ce qu'on avait fait. Si vous voyez, vous lisez ce qu'on nous reproche, je ne sais même pas si on pourra le faire. Et dans ces conditions, au même moment, vous vantez votre PAG pour dire que vous avez construit 22 stades. 22 stades qui ne peuvent même pas servir de compétition, même continentale. Est-ce que c'est normal? 22 stades qu'on a construits à coût de milliards. On ne peut même pas homologuer un petit stade, même si c'est pour abriter les matchs de compétition de nos clubs. 39 milliards. Les 22 stades. Si on était dans un pays sérieux, ceux qui ont géré ces projets-là, on doit les envoyer au YouF. Mais nous sommes dans un pays où on parle de la lutte contre la corruption, mais de l'autre côté, quelle est votre analyse de la politique donc, de notre entraîneur, l'entraîneur justement des Guépards? Oui, c'est un bon monsieur qui a fait ses preuves un peu partout en Afrique, mais il se retrouve dans une situation où il ne peut que faire ce qu'il est en train de faire. Parce que nous n'avons pas l'effectif, nous n'avons pas le potentiel, nous n'avons pas les joueurs qu'il faut. Il n'a pas les joueurs qu'il faut sur la main. Vous avez des joueurs qui sont en fin de cycle, qui sont toujours en équipe nationale. On peut aller dénicher
Oui, c'est pourquoi j'ai dit que la politique aujourd'hui, le chef de l'État a compris avec la fédération. Ils ont dit il faut aller chercher les talents. Même s'il faut aller dans les pays en Europe, même des afro-descendants, même si on voit des pays qui arrivent à naturaliser les joueurs étrangers des Brésiliens. C'est en cours maintenant. C'est ce qui sera fait désormais, en attendant que les centres de formation, les centres de perfectionnement qui poussent Misérité, Undali et bientôt le Kosa, en attendant que ces jeunes-là, qui vont évoluer dans ces centres-là, prennent la relève après, on ira dans les pays, on ira un peu partout en Europe. Il a l'ancien entraîneur des guépards, des écureuils, devenu guépard, Omar Chomongo et un de ses collègues qui ont été commis maintenant, pour faire ce travail-là. Et je crois que bientôt nous aurons une équipe nationale bien relookée parce que le chef de l'État, ça le tient à cœur. Il a dit qu'il ne comprend pas, à un moment donné, quand je vois mon équipe jouer, ce n'est pas comme ce que je veux. Il faut qu'on cherche à renforcer notre équipe nationale. Il faut qu'on joue tous des joueurs. Quand je vois le Cameroun jouer, quand je vois la Côte d'Ivoire jouer, quand je vois le Maroc, je veux voir mon équipe nationale comme ça. Donc je crois que le travail est en cours et d'ici quelques années encore, je crois que nous allons retrouver. Et puis de l'autre côté, c'est le championnat, le CHAN qui va commencer en octobre prochain. Le Bénin n'est jamais qualifié à ce championnat. Cette fois-ci, est-ce qu'on peut y arriver? Bon, c'est pourquoi je salue une fois encore le démarrage du championnat national qui a été lancé le nouveau format qui a été lancé à Djougou hier. Avec pas le match inaugural Buffle, Panthère et Buffle. La fédération actuelle a compris parce que ce championnat, comme on l'a dit, le CHAN, ça regroupe les joueurs locaux. Oui. Si vous n'avez pas un bon championnat pour dénicher les joueurs qui vont défendre les couleurs nationales, ce n'est pas la peine. Je me rappelle en 2017, on a échoué tout près du but. C'était face au Nigeria. C'est le Nigeria ou le Ghana qui... C'est le Nigeria avec ce même entraîneur, Gaël Roth, qui était l'entraîneur de cette équipe. On les avait... On avait besoin d'un seul but pour se qualifier. Malheureusement, on avait trouvé un penalty, qui n'a pas pu être transformé. On était éliminé. Mais depuis, ça fait 7 éditions maintenant, le Bénin est en train de courir derrière sa qualification. Je crois que maintenant, avec le championnat qui a été vite lancé, on peut espérer parce que bientôt il y aura le tirage au sort. Les éliminatoires vont démarrer en octobre. Et puis avec cette dérogation de la CAF également qui permet d'associer... oui, les joueurs des autres championnats. Ça ne va pas se limiter seulement aux joueurs du championnat local. Il y aura, si nous avons des joueurs qui évoluent dans le championnat sur le continent, par exemple le portier dans Djinou, il est en Afrique du Sud, on peut l'appeler en renfort. Il y a d'autres, donc la CAF permet, parce que c'est le championnat africain qui sera valorisé à travers ce champ-là. Donc je crois que c'est une bonne initiative et notre souhait est que le Bénin, pour une première fois, se qualifie pour cette compétition qui va permettre, parce que l'équipe nationale, c'est en quelque sorte l'antichambre. L'équipe nationale locale, c'est en quelque sorte l'antichambre de l'équipe nationale fanatique parce que les joueurs locaux ou bien les joueurs qui sont au sein de la sélection locale, c'est eux qui évoluent, qui montent qu'on sélectionne souvent en équipe nationale A. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces joueurs-là et nous sommes obligés d'aller chercher ailleurs ce qui n'est pas bien. Notre championnat local doit être bien valorisé. Alors, le Bénin était pourtant candidat pour recevoir la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, co-organisation avec le Nigeria et tout. Avec quelle infrastructure? Ça allait se jouer. Non, avec quelle infrastructure? Tout ça là, si vous n'avez pas d'infrastructure, vous n'avez pas une compétition de la CAF, de la FIFA. Les premiers critères, ce sont les infrastructures sportives, hôtelières. On envoie une mission d'inspection. Quand la mission était arrivée, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on nous a repris? Ce même stade qu'on a réfectionné, qu'on a réhabilité à coups de milliards, on a noté beaucoup de choses. Donc ça a déjoué contre nous. Donc pour l'instant, le Bénin ne peut jamais prétendre abriter une compétition statutaire de la CAF. En 2020 ou bien 2021, on avait joué la finale de la Coupe de la Confédération. C'est grâce à la diplomatie du président Mathurin de Chacus qui a négocié. Parce qu'on avait rénové le stade. Il se disait, la vitrine de mon pays. Le chef de l'État, il veut révéler le Bénin à travers le sport, le football. Il a négocié parce que son influence, sa diplomatie au niveau de la CAF et de la FIFA nous ont permis d'avoir ça. On n'est pas resté dans la dynamique. Le stade qui n'est pas bien entretenu,
Et nous voilà aujourd'hui. D'accord. Alors, bientôt les élections à la Confédération africaine de football. Et nous apprenons dans les coulisses les ambitions de Samuel Eto'o qui pourrait probablement se lancer dans la course. Les chances de qualification, d'élection de l'international camerounais. Une fois d'avoir les ambitions, mais la CAF aujourd'hui, on ne se lève pas parce que vous avez les moyens, vous êtes beau milliardaire. C'est normal, c'est légitime ces ambitions, mais je crois qu'aujourd'hui, vous voyez ce que se passe au niveau de l'Africa Foot. Est-ce que Samuel Eto'o de faire avec l'entraîneur, et là le ministère, une certaine instabilité depuis son arrivée. Il a refait avec le ministère, ce sont les joueurs, les membres du son, ses propres membres de son comité qui ne s'entendent pas. Maintenant, il va sauter. Bing, il va quitter l'Africa Foot pour aller à la CAF, alors qu'aujourd'hui, depuis le départ de Issa Hayatou, paix en son âme, la CAF est en train de retrouver une certaine sérénité. C'est vrai, au début, on a constaté Mahama, tout ça, mais depuis l'arrivée du Sud-Africain, on a constaté que la CAF, l'image de la CAF est bien respectée. Les finances, tout se passe normalement. On va amener Eto'o, je ne lui dénie pas ça. Il a ses moyens, tout ça, mais sont pas... Mais le bilan du président sortant, est-ce que cela peut militer en sa faveur? Oui, ça peut militer, il peut revenir. Il a dit, je ne sais pas encore, il a dit la fois dernière, qu'il ne sait pas s'il va revenir, mais qu'il va partir. Mais au sein du même comité, il y a d'autres. Vous avez le Marocain, le tout-puissant Ligdia, qui peut venir au sein du même comité. Il y a d'autres personnes. C'est comme un cercle aujourd'hui. Je ne vous mens pas, mon cher Idrissou. À la CAF et à la FIFA aujourd'hui, c'est un réseau. On n'ouvre pas le réseau à n'importe qui vient s'infiltrer. Eto'o a beau avoir les sous, il va faire campagne. Il va dépenser, mais je ne crois pas qu'il pourra arriver à avoir la CAF. Je vous rassure. C'est vrai, on dit la CAF, on a besoin des footballeurs, c'est les acteurs qui prennent la confédération, mais c'est une autre réalité. Vous avez vu Didier Drogba en Côte d'Ivoire, quand il s'agit d'aller aux élections à la fédération ivoirienne, est-ce que ça lui a marché? Donc c'est en quelque sorte, c'est comme ça. D'accord. Donc voilà. D'accord. Nazer Vico, journaliste sportif, directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Merci pour ces analyses. On va dire très bonne journée à vous. Bonne journée, Vico. Merci beaucoup et à très 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 bientôt. D'accord. Mesdames et messieurs, notre dernier rendez-vous, c'est avec notre artiste de la semaine. On va l'installer avec ce morceau et on se retrouve dans quelques secondes. Origine, mystique, comment, chérie, la première fois je t'ai croisé, c'était dans mon rêve. Bébé, le pouvoir te serrer, c'est un calvaire. Pouvoir te regarder de loin, ça me fait mal. Tu es cette femme que je dévisage. Pouvoir te regarder de loin, ça me fait mal. Tu es cette femme que je dévisage. Belle femme aux yeux aimantes, tu es ma femme, c'est pour que je me bats et qui me donnera des ailes. Belle femme aux yeux aimantes, tu es ma femme, c'est pour que je me bats, qui me donnera des ailes. Laisse-moi goûter ton corps, tes lèvres qui sont sucrées salées. Laisse-moi goûter ton corps, tes lèvres qui sont sucrées salées. Belle femme aux yeux aimants, tu es ma femme, c'est pour que je me bats et qui me donnera des ailes. Belle femme aux yeux aimants, tu es ma femme, c'est pour que je me bats et qui me donnera des ailes. Oh nana, yeah. Laisse-moi goûter ton corps, bébé. Oh nana, yeah. Tes lèvres qui sont sucrées salées. Oh nana, à tes côtés je te promets rester. Je suis pas parfait mais toi tu es ma fée. Les autres et moi c'est du passé, bébé. Notre histoire, je suis condamné. À tes côtés je te promets rester. Je suis pas parfait mais toi tu es ma fée. Les autres et moi c'est du passé, bébé. Notre histoire, je suis condamné. 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 Belle femme aux yeux aimants, tu es ma femme, celle pour qui je me bats et qui me donnera des yeux.
femme aux yeux aimantes. Tu es ma femme, c'est pour qui je me bats, qui me donnera les ailes. Laisse-moi goûter ton corps et tes lèvres qui sont sucrées salées. Laisse-moi goûter ton corps, tes lèvres qui sont sucrées salées. Belle femme aux yeux aimantes, tu es ma femme. Belle-mère de El Primo, c'est notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment vous portez? Je vais super bien, et vous? Ça va. Jean-Luc Yves Binazon, à l'état civil, El Primo, nom d'artiste. Quelle est l'histoire de ce nom d'artiste? Comme vous l'avez dit, je suis Binazon, d'origine aboméen et voilà. À Rovi, quoi. El Primo, c'est quoi? El Primo, c'est le premier. Oui. Le premier fils à sa maman. Tout le premier? Oui. D'accord. Alors, vous êtes titulaire d'une licence en journalisme. Vous aurez dit être animateur d'une émission ou bien du grand format. Mais vous avez préféré chanter. Est-ce que c'est mieux de chanter que d'être tout le temps au micro sur les émissions? Bon, je pense que j'aime bien le micro. Oui. Donc, dans tous les cas, vous êtes au micro. Oui, j'ai un papa aussi, journaliste, Romuald Binazon. Bien sûr. Qui m'a beaucoup soutenu dans ma carrière. Donc, aujourd'hui, je me retrouve encore face au micro. Voilà, donc, tout va bien. D'accord. C'est depuis l'âge de 14 ans que vous avez découvert cette passion donc de la musique en vous. Comment, justement, se manifestait cette passion? J'avoue que j'ai une grande sœur actuellement qui est chantre à l'église. Actuellement, elle est magistrate. Et je lui passe un petit coucou. Elle s'appelle Rolande Binazon. Donc, elle a une très belle voix et j'avais tout le temps envie de mieux chanter qu'elle et de bien faire. Et chaque fois qu'elle revenait à la maison, voilà, on s'amusait à chanter. Et avec le temps, voilà, j'étais beaucoup plus emballé par la chose. Et surtout que chaque matin, papa nous jouait des compiles Béné Passion. Et c'est allé comme ça. Papa même n'était pas trop loin de la musique, hein? Bien sûr. Et il a aussi un album Saison d'amour. Tout à fait. Alors, Sagboan Danialou, Zénab, Vano Baby et autres, que vous inspirent justement ces artistes? C'est les aînés, je dirais même c'est nos mères, c'est nos pères. Et leur musique m'inspire beaucoup. Surtout la belle mélodie. D'accord. Passionné du R&B et de l'afro. On retrouve quelques années plus tard dans vos productions d'autres genres musicaux comme l'afro-pop, l'afro-dance et autres. Pourquoi ce mélange? J'avoue que c'est beaucoup plus le public. Le public, et chaque fois il faut suivre la tendance, voir, expérimenter d'autres horizons. Et la musique, c'est aussi une recherche. Chaque jour, voir si on peut se surpasser. Donc, voilà pourquoi j'ai été obligé de toucher à tout. C'est comment? C'est ce morceau, on va dire, qui colle à El Primo. Bien sûr. Et même à sa carrière. Quand on parle de vous, il y a forcément ce morceau qu'on évoque. Est-ce que c'est ce morceau qui vous a véritablement révélé au public béninois? J'avoue que c'était mon premier clip. C'est ma première sortie. Oui, c'était le point de départ. Et de là, j'ai quand même eu à connaître beaucoup de personnes. Mais je dirais que le morceau qui m'a plus révélé, c'est mon rêve. Parce que ça parlait plus de mon histoire. Oui, de mon vécu. D'accord. Est-ce que, justement, il arrive que vous racontez votre propre histoire dans vos chansons? Comment est-ce que ce morceau a-t-il été accueilli par le public, justement? Le public a beaucoup aimé et je dirais que beaucoup se sont sentis dans mon univers, dans mon histoire. Mais ça n'a pas été trop consommé par les parents parce que c'était trop... Voilà. Et bien avant ça, il y avait quelques essais qui n'ont pas prospéré. Quelles en étaient les raisons? Ces essais-là, je dirais, j'étais dans des maisons de production où c'était pas exactement ce que je veux. Et on a été aussi victime de plusieurs attaques sur nos sorties. À chaque fois qu'on sortait un clip, c'était banni de YouTube et tout. Donc, ça a été très difficile de ramener encore ces œuvres-là, ces projets-là, sur les plateformes. D'accord. Et puis, la collaboration avec Origine Musique, donc, vous a donné, on va dire, une autre dimension sur la scène musicale béninoise. Une collaboration qui a duré 2 ans.
C'était le contrat ou que s'est-il passé? Non, j'avoue que c'est une très belle collaboration. Ouais. Et parce qu'il y a eu beaucoup de fruits donc sortis de cette collaboration. Je me sentais super bien dedans. Et mais comme entre nous, tout allait très bien. Et le but de ce contrat, c'était de me permettre de m'envoler. Mais c'était un coup de pouce qui m'a beaucoup mûri. Et puis Belle-Mère, ce morceau avec lequel nous avons... Belle femme, voilà, donc qui nous a permis de planter le décor, a été réalisé par Lipso. Lipso, parlez-nous de ce morceau. Belle femme, c'est, comme je dis, j'aime bien raconter mon vécu. C'est le type de femme que je voudrais. Comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Et j'étais juste en train de peindre le genre de femme que je voulais dans ma vie. Donc, c'est ce que je souhaite à tout un chacun. Voilà. Alors, ce morceau a connu de succès, il faut le dire. Qu'est-ce qui a été à l'origine? Quelle est la touche particulière, justement, apportée à ce morceau? Je pense que la touche, c'était... Est-ce que c'est le message ou... C'est beaucoup plus le message. Le message est le côté très sensuel des rythmes et tout. Donc c'est ça qui touche vite. Il y a également cette collaboration avec Elliot Koza sur le titre Menotté. Menotté, oui. Menotté, c'était juste un essai et Koza, c'est un frère. J'avais juste envie de voir ce que ça allait donner. On a lancé le titre comme ça pour voir ce que ça allait donner. Donc, c'est comme ça. Et est-ce que c'est le titre qui vous a permis, ou entre autres, d'être, on va dire, nominé dans la catégorie révélation de la musique béninoise, compétition de Top Bénin? Est-ce que c'était entre autres? Oui, entre autres, ça a donné un coup de pouce, mais c'était beaucoup plus Belle Femme qui a touché le cœur des auditeurs et j'ai été plusieurs fois nominé au Bénin Top 10. Meilleure récompense pour vous. Un autre dont on ne peut pas se passer quand on parle de El Primo, c'est ce morceau qu'on va découvrir, juste une séquence avec la complicité de mon réalisateur Augustin Vidécon. On suit juste quelques séquences et on revient sur ce plateau. D'accord. Acura, les Suisses voitures Toyota. Banon plat, Montmorency, Manhattan. Assis soy Las Vegas. Papa soy Europa. Banon bloc Concedo, Bataclan. A confi debout, Mr. Secondo. Mais les non yo mi kaka non. Voilà donc pour cette séquence du morceau Nanzé de El Primo, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors Nanzé, c'est quoi? Nanzé, c'est une petite prière adressée à l'Éternel. Comme on dit, laisse-moi faire revivre. J'avais juste envie d'écrire ce que je ressentais dans mon cœur et un message particulier à l'ange qui me suit depuis les cieux. Donc c'est comme ça. Et donc on estime que c'est un morceau qui est venu confirmer le talent de l'artiste El Primo. Est-ce que vous le confirmez? Si l'on dit, qui suis-je pour ne pas accepter? D'accord. Le morceau Maria, réalisé également par le Togolais Kevin Kudjo, donc est sorti en janvier 2022. C'est un titre de grosse facture également. Quel est le message que vous passez à travers ce morceau? Le message que je passais derrière ce morceau, c'est si vous aimez, mettez-y réellement du cœur. Ne soyez pas manipulateur ou manipulatrice. Si vous finissez pas de détruire le cœur de quelqu'un, il finira quand même par se venger. Donc, c'était l'histoire de Aladji, un jeune très riche et qui est tombé sur le charme de Maria. Et Maria qui a essayé de jouer la Del Barrio et à la fin, Aladji est sorti vainqueur. Voilà. D'accord. Et puis, quelques mois avant, nous avons connu ce titre. C'est Touché-Oui. Donc qui a connu des milliers de vues sur TikTok. Quel est le secret de ce morceau? Le secret de ce morceau, comme je dis, j'aimerais bien taire ça, c'était la gifle. C'était la gifle que j'ai reçue sur le tournage et ça a viré suscité la polémique. Qui a suscité la polémique. J'étais en pleine promotion du clip Maria quand c'est sorti, donc on était obligé de sortir le projet comme ça pour pouvoir surfer et profiter de
de ce qui se passe dans le moment. Surtout que les Béninois aiment bien quand c'est chaud. Voilà. Tout à donc fait. j'ai profité juste. Et puis le dernier morceau, c'est une collaboration avec Wilf qui est sorti le 11 mars 2023. On va suivre juste quelques séquences du morceau et on revient pour parler des projets, ce que vous prévoyez pour vos fans. On suit. Sans qu'il n'y ait des soucis, modèle nous rénovons aussi, mais on doit résister. Voyez des poumons nous entrailer, sans qu'il n'y ait des problèmes. Modèle nous rénovons avec on doit le rendre sucré. Je rends des bouts d'éteint, moi je te tiens par la main. Pour cette séquence du morceau Hemi, donc c'est le fruit de collaboration El Primo et Wilf, donc morceau sorti en 2023. Cette collaboration, de qui vient l'idée donc de cette collaboration? Je pense que ça venait beaucoup plus de moi, mais la thématique c'était carrément Wilf Enigma. Et comme je disais, l'Éternel a bien béni ce projet et c'est tombé dans un moment où on avait tous besoin de voir ce que ça fait, le pardon en amont, voilà. D'accord. Aujourd'hui, El Primo, quels sont, on va dire, vos projets pour vos fans? 2024 n'a encore rien signalé. Est-ce que ça vient toujours? Bon, j'avoue, j'ai juste envie de présenter mes excuses à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre et qui m'ont demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Je tiens à vous dire que c'était un moment de silence et qui cache assez de douleur. J'ai traversé assez de choses en un an, donc je vous promets de revenir avec de très belles collaborations, de jolis projets et voilà, vous serez quand même comblés parce que quand même je vous dois beaucoup de choses et n'oubliez pas de prier pour l'artiste parce que la dépression ça existe. Pourquoi pas ne pas rééditer ce concert qui avait fait beaucoup de plaisir à vos fans en août 2022. On va peut-être sans doute renouer avec ça pour dire à vos fans, voilà, je suis revenu, pourquoi pas ça? Ça, c'est pas faux. D'accord. On va finir avec la reprise du morceau de votre choix. C'est comme vous voulez Belle Femme? Je préfère la cappella de Belle Femme. D'accord, on y va. Chérie, la première fois je t'ai croisé, c'était dans mon rêve. Bébé, ne pouvoir te serrer, c'est tout un calvaire. Pouvoir te regarder de loin, ça me fait mal. Tu es cette femme que je dévisage. Belle femme aux yeux aimants, tu es ma femme, celle pour qui je me bats, qui me donnera des ailes. El Primo en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. On va dire très bonne chance à vous. Merci beaucoup. Et félicitations pour ce que vous faites. Bonne chance. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 22 septembre 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Tombouctou, c'est à Malanville. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.